Et je pense que ces pratiques récréatives déroutantes sont liées aussi à cette espèce de nouvelle réalité qui est la ville moderne qui se construit et qu'elle en est en quelque sorte un peu le contre-miroir. Plusieurs manières de définir ce que c'est. En fait, si on s'intéresse au syntagme Dark Tourism, ça a émergé, il a émergé. En fait, il y avait d'autres manières de qualifier, disons ce qu'on appelle aujourd'hui Dark Tourism, Thanatotourisme par exemple, ou d'autres mots. Mais le Dark Tourism s'est imposé finalement comme le syntagme dominant, on va dire. Et là, il a émergé dans les années, à partir des années 2000-2005, par des chercheurs, différents chercheurs, notamment en Grande-Bretagne, qui l'ont posé en fait pour qualifier toutes ces pratiques à caractère touristique dans lesquelles le touriste, les touristes, vont contempler quelque chose qui a trait au désastre, à la mort. Et l'histoire de ce terme, c'est des chercheurs donc, qui travaillaient sur les questions touristiques, et je pense qu'il y avait une certaine médiagénie, on va dire, de ce terme, qui fait qu'il a été très rapidement repris par les journalistes que le phénomène a intrigué, que le phénomène que désignait ce terme, ce syntagme de Dark Tourism a intrigué, et qui l'ont repris à leur compte pour questionner cette pratique. Et en même temps, ça a été très vite repris par l'industrie touristique elle-même, qui... L'industrie touristique, une de ses forces, disons, c'est de venir requalifier en permanence ses produits. Et donc quelque chose qui apparaissait comme incontournable va devenir insolite, puis d'insolite va devenir dark touristique, etc., etc. Et donc c'était une manière un petit peu sans doute de renouveler l'offre ou d'élargir aussi l'offre à des objets des expériences, on va dire, qui faisaient pas partie du scope, disons, du divertissement. Tout à coup, avec ce nouveau phénomène dark touristique, elles peuvent être intégrées, ces expériences, et élargir du coup ce marché touristique qui est proposé. Donc voilà, une espèce de convergence entre un intérêt de chercheur au départ, une médiagénie qui a attiré les médias, on va dire, et aussi un potentiel économique et marketing intéressant pour les mondes, on va dire, touristiques. Ça, c'est une manière de définir ce que c'est. Je l'ai laissé entendre un tout petit peu en amont, c'est que, en effet, avant l'apparition de ce syntagme spécifiquement, il y a une histoire, on va dire, des pratiques un peu déroutantes. Il y a par exemple la visite de la morgue de Paris, qui se faisait, on a énormément de textes par rapport à ça. Toutes les catégories sociales se rendaient, tous les âges, les nounous, il y a des gravures, on voit les nounous avec les enfants de 4-5 ans par exemple, qui se rendent à la morgue, qui était un dispositif de monstration, d'exposition des cadavres, officiellement en vue de leur identification, c'était des cadavres anonymes, donc en vue de leur identification, mais dans les faits, c'était un divertissement parisien très prisé. Il y avait ça, il y avait des pique-niques dans les catacombes qui étaient organisés par exemple, une fois qu'elles ont été construites, ou des visites des égouts de Paris, donc des choses qui peuvent nous dérouter un petit peu aujourd'hui, ou par exemple à Londres aussi, grande pratique de ce qu'on appelle le slumming à l'époque victorienne, qui consistait à aller notamment par exemple à Whitechapel, dont l'histoire était quand même bien dense, puisqu'elle était liée à celle de Jack l'Éventreur. Donc c'était ces bas-fonds, ces faubourgs où vivaient les pauvres et où des journalistes, des philanthropes, des politiciens se rendaient pour observer, souvent sur un temps assez long, alors parfois sur une journée, mais parfois sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, pour vivre comme les pauvres et voir comment justement prendre la mesure de ce que c'était qu'une vie de pauvre, avec à la fois cette volonté d'en savoir plus, mais aussi cette volonté d'agir politiquement en leur faveur. Bon, mais quoi qu'il en soit, ce slumming a été totalement intégré au guide touristique. Par exemple, dans le Baedeker, justement, il est précisé qu'on ne peut pas passer à Londres sans faire un petit tour de slumming. Donc voilà, ces pratiques qui sont une historicité qui, selon moi, est très liée. C'est pas anodin que ça apparaisse à Paris et à Londres au XIXe siècle.
c'est au moment où ces villes deviennent modernes, où elles se construisent. Et je pense que ces pratiques récréatives déroutantes sont liées aussi à cette espèce de nouvelle réalité qu'est la ville moderne qui se construit, et qu'elle en est en quelque sorte un peu le contre-miroir, quoi, le contre-reflet qu'on vient aussi regarder, qu'on vient aussi contempler. Alors quand on parle de dark tourisme, en fait, on inclut des choses qui sont très disparates. On inclut, donc, par exemple, ce qu'on appelle le reality tourism. C'est une terminologie anglaise, hein, parce que les recherches au départ viennent de là, donc elles ont été appropriées avec cette même terminologie. Mais, donc le reality tourism, ça va être plus du tourisme social, politique. Donc par exemple, les favelas au Brésil, les townships, et voilà. Et donc là, on va contempler. En fait, là où je dis c'est déroutant, c'est que dans ce cas-là, ça s'incarne par une contemplation de la misère, disons ça comme ça. Donc on a quelque chose de plus social, politique, et puis on a aussi des grands moments de désastres, de catastrophes humaines, naturelles. Voilà. Et donc dans cette catégorie-là, on va inclure justement alors des catastrophes type naturel Katrina, donc tout ce tourisme qui s'est développé à la Nouvelle-Orléans pour observer d'une part l'effet dévastateur de Katrina, mais aussi comment les populations s'organisent pour faire face à leurs nouvelles conditions de vie. Donc Katrina, mais aussi des catastrophes naturelles, des catastrophes humaines comme Tchernobyl ou Ground Zero par exemple, le World Trade Center à New York. Donc Tchernobyl, c'est un cas assez particulier parce que c'est vrai que il est très... il y a eu Fukushima ensuite, et Fukushima est en train de se développer un peu de la même façon. Mais Tchernobyl, c'était vraiment la première plaie, on va dire, béante comme ça, du nucléaire, qui a posé pas mal de questions, et qui continue d'en poser évidemment aujourd'hui, avec l'urgence écologique qui nous assaille. Et donc il y a cette particularité de Tchernobyl. Première particularité. Deuxième particularité, c'est qu'il y a une grande tension, évidemment politique, historique et politique autour de ce lieu, puisque intégré à l'URSS. Et donc il y a vraiment une confrontation. Il y a la question, disons, nucléaire. Il y a la question historique et politique des blocs Est-Ouest. Et à tout ça s'ajoute sa touristification dans la marche, justement, de ce dark tourisme qui se met en branle. Et donc, là où Tchernobyl continue d'être un cas assez intéressant, c'est que au fur et à mesure de son histoire, donc au départ, le site était ouvert uniquement aux journalistes et aux chercheurs, des chercheurs qui ont travaillé notamment sur le folklore local, parce que la zone qu'on appelle Tchernobyl, aujourd'hui, en fait, intégrait pas mal de populations qui vivaient dans une certaine tradition, disons, ancestrale dans la zone, qui a été forcée d'évacuer. Donc il y a pas mal d'ethnologues, par exemple, qui ont fait des expéditions à caractère ethnologique, ethnographique, pour essayer de recueillir tout ce qui pouvait rester vivant du folklore local. Voilà. Et des journalistes aussi, donc voyage d'études, journalistes. Et au fur et à mesure du temps, plus le temps a passé, plus le site a commencé à attirer des touristes, notamment par l'intermédiaire d'agences touristiques qui se sont spécialisées à Kiev en particulier, parce que c'est à côté de Kiev, dans la visite de Tchernobyl. Donc avec tout est très organisé. On a un bus qui donne un rendez-vous à Kiev, qui parcourt pendant 1 ou 2 heures, je ne me souviens plus très bien, le territoire ukrainien jusqu'à l'entrée du site. Et puis là, on passe la sécurité, pareil, on continue en bus, un parcours assez balisé par les autorités. Donc voilà, une prise en charge intégrale, une expérience très cadrée, qui a attiré de plus en plus de monde, avec des moments comme ça dans l'histoire récente qui ont accéléré cette mise en tourisme du site, notamment alors je me souviens plus ce que c'était un championnat de football, je me souviens plus lequel, en 2014, Ukraine-Pologne, qui a attiré énormément de touristes. Et puis surtout, très récemment, c'est bien évidemment avant la guerre, ça a été la série de Tchernobyl en 2019, où là la fréquentation de Tchernobyl a explosé.
avec énormément de téléspectateurs qui ont voulu voir de leurs propres yeux cette centrale, l'état de la ville telle qu'elle a été laissée à l'abandon après l'explosion, et se rendre témoin de ça. Avant la guerre, commençait à se poser la question de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de Tchernobyl. Alors les commentateurs, en tout cas en France, dans la presse par exemple, quand on regarde un petit peu qu'est-ce que ça a évoqué, cette volonté de patrimonialisation, on va dire les commentateurs sont assez sceptiques quant au succès potentiel d'une telle entreprise. C'est-à-dire que dans l'idée où l'Ukraine proposerait à l'UNESCO cette patrimonialisation, les journalistes qui en parlent disent que c'est peu probable que ça arrive. Bon, c'était avant la guerre, là on ne sait pas du tout ce qui va se passer, donc c'est une question qui n'est pas prête de se reposer dans l'immédiat. Quoi qu'il en soit, il y a de façon plus globale un questionnement actuel sur... alors la terminologie est un peu labile, ce qu'on appelle le patrimoine difficile, disons ça comme ça, et sa capacité à être patrimonialisé justement dans des instances reconnues telles que l'UNESCO, dont Tchernobyl aurait pu faire partie. Et c'est vrai que voilà, c'est une question qui se pose en fait, parce qu'elle se pose à plusieurs échelles, parce qu'avec la somme des liquidateurs qui ont travaillé depuis l'explosion, depuis l'accident de Tchernobyl jusqu'à aujourd'hui encore, à l'assainissement, au nettoyage et à l'assainissement du site, en fait on se retrouve localement, en Ukraine du moins, avec énormément d'Ukrainiens qui ont quelqu'un de leur famille, un proche, disons, qui a péri, plus ou moins directement à cause des radiations qui ont été créées par cette explosion. Et donc c'est un sujet qui localement, à l'échelle nationale, est vraiment très poignant, disons, en plus de toute sa charge, disons, universelle quelque part, sur la question du nucléaire en particulier. Voilà, il y a quelque chose de très intime, disons, à l'échelle nationale. Voilà. Et donc ça fait sens pour ces personnes qui vivent cette tragédie. D'ailleurs, Tchernobyl est beaucoup visité par des locaux hein, et par des Ukrainiens. Encore une fois, il y a un contexte très favorable à cette patrimonialisation, quand bien même ce patrimoine serait difficile, parce que ça pose encore une fois des questions qui nous touchent tous dans notre civilisation, dans le sens et la définition, l'orientation, la définition de ce que peut être notre civilisation aujourd'hui, et ce qu'on veut en faire, c'est dans notre capacité à être réflexif par rapport à elle et à se donner les moyens d'agir sur le futur qu'on veut pour nous, disons ça comme ça. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça fait sens. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on regarde finalement quand on y va ? Et ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment en train de contempler les ravages du nucléaire? Est-ce qu'on est vraiment en train de contempler, enfin, est-ce qu'on est en train de contempler les possibles ravages du nucléaire, la folie, disons, politique du bloc soviétique, ou au contraire sa modernité, parce que en fait, ce qu'on appelle la zone était en réalité une zone extrêmement moderne pour l'époque, quand ça a été construit. Et donc est-ce qu'on observe cette modernité comme une archive historique du bloc de l'Est, sa folie par l'emballement, par l'accident qui a eu lieu, etc. Ou en effet cette histoire du nucléaire qui nous explose à la face, hein, littéralement. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on contemple, qu'est-ce qu'on regarde, et ça c'est vrai que s'il y a patrimonialisation, il faut qu'il y ait tout un travail de médiation et de remise en sens, mais encore une fois, c'est pas du tout l'actualité pour le moment.